Et voilà, nous sommes déjà arrivés au moment de la toute dernière vidéo de 2023. J'espère que cette année aura été bonne pour vous, que ce soit au niveau de votre vie privée, votre vie professionnelle ou votre vie cinéphilique. Un terme qui est, ma foi, bien laid. Vous avez eu droit à mon flop 10 des pires films d'horreur de l'année il y a quelques jours, et si vous ne l'avez pas encore vu, bah foncez. Il y a des chances que la vidéo vous arrache un sourire ou deux. Et bien sûr, pour terminer l'année sur une bonne note, il est temps de s'attarder sur les plus grandes réussites de 2023, selon moi. Gardez à l'esprit que si j'ai vu beaucoup de films d'horreur, je n'ai pas pu tous les regarder. Par exemple, j'aurais bien aimé pouvoir voir Vermine avant la fin de l'année, mais je n'ai pas eu le temps. Il aurait peut-être été dans le top, peut-être pas, je ne l'ai pas vu. Gardez aussi en tête que ce n'est pas parce que je ne cite pas un film dans ce top que ça veut forcément dire que je le trouve nul ou que je ne l'ai pas aimé. J'ai juste choisi 10 films, ceux que j'ai le plus aimés sur toute l'année. J'en ai vu plein d'autres que j'ai trouvé très bien, mais je ne pouvais pas les inclure dans cette vidéo. Et c'est le jeu, c'est ça qui est bien. C'est ça le but du top. D'ailleurs, comme chaque année, ce top ne fut vraiment pas facile à faire et j'ai dû faire certains choix qui m'ont juste fendu le cœur. Bref, c'est le jeu, j'ai bloqué 10 titres et j'ai hâte de vous les présenter. Juste avant, je rappelle que j'organise à Paris, le 12 janvier 2024, une projection de mon documentaire sur Takashi Miike, l'empereur du V-Cinéma, que je présenterai et après laquelle je tiendrai une petite séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à venir assister à tout ça, ce serait quand même une bien belle manière de commencer l'année tous ensemble. Vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description. Mais pour l'heure, c'est parti pour ce que l'année 2023 nous aura offert de meilleur en termes de cinéma horrifique. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau top 10 des meilleurs films d'horreur de l'année, version 2023. Et c'est parti pour la 10e position. On commence fort ce top de l'année avec Talk to Me, grossièrement renommé La Main pour sa sortie française. Découvert au bif, il fut une sacrée claque horrifique, tout simplement parce qu'en termes de train fantôme, on fait difficilement mieux depuis quelques années. Divertissement effrayant sans grande prétention, le film des frères Philippou, à l'origine youtubeur australien sur la chaîne Raka Raka, ne réinvente pas la poudre, mais au contraire, réutilise intelligemment des codes surreprésentés dans le cinéma d'horreur actuel, voire même des clichés éculés. Il se montre très efficace en termes d'atmosphère et de scènes angoissantes et parvient à proposer une imagerie intéressante et percutante à partir d'idées pourtant très simples. Bien sûr, il offre son lot de jumpscares, dont certains un peu faciles, mais la plupart sont tout de même assez convaincants, surtout dans leur gestion de l'attente du spectateur, essentielle pour fonctionner. Alors, Talk to Me ne s'épargne pas quelques facilités scénaristiques, comme des personnages qui agissent parfois de façon un petit peu stupide. Mais bon, c'est comme dans la vraie vie, hein. Toi, par exemple, qui me regarde, tu vas pas me dire que dans ta vie, tu n'as jamais rien fait de bête. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne, sache que ça, c'est vraiment très bête. Tu devrais rectifier le tir. Bref, rien ne m'a choqué à ce niveau-là dans le film malgré tout. Je reviens 2 minutes sur l'imagerie de Talk to Me puisque ça fait partie de ses grandes forces. Rien que l'idée de la main, objet sinistre qui sert de portail, de base pour des séances de spiritisme, c'est une idée hyper simple mais qui fonctionne à mort. Et toutes les scènes de séance sont aussi terrifiantes qu'uniques, avec ce délire un peu teen qui vire au sordide, une variété remarquable dans les cadavres qui se succèdent les uns après les autres. Sans oublier les quelques images furtives d'une sorte d'enfer que le film nous offre, sans trop nous en montrer, ce qui aurait affaibli la puissance de ce qu'il nous propose, juste assez pour nous laisser fantasmer ce qui est largement plus terrifiant. Bref, Talk to Me est un modèle d'efficacité qui a réussi à convaincre même le public exigeant du bif. Pas étonnant que A24 l'ait acheté, puis ait décidé d'en produire une suite. Pas sûr d'avoir hâte de la regarder, mais ce premier volet était très convaincant. Direction l'Espagne pour un film que j'ai eu la chance de découvrir sur grand écran à Gérardmer et qui signe le retour de Jaume Balagueró, l'un des papas de Rec avec Paco Plaza, à la réalisation d'un film d'horreur. Et je le dis d'avance, Vénus n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais il accumule les ingrédients beaucoup trop stylés et surtout des thématiques qui me parlent toutes à moi spécifiquement. Et comme c'est mon top,
Nous y suivons Lucia, danseuse professionnelle dans un club peu recommandable de Madrid appartenant à un criminel notoire qui décide de changer de vie. Elle vole un sac de thunes à son employeur et se barre après avoir échappé de peu à une mort violente dans l'opération. Blessée, elle décide d'aller attendre son complice amoureux chez sa sœur qui habite un appartement sinistre dans un HLM vétuste et presque entièrement vidé de tout habitant de la banlieue de la capitale espagnole. Seul problème, les voisines de sa sœur sont des sorcières pas très sympathiques. Elle se retrouve donc traquée par la mafia locale et par des sorcières d'un autre âge qui ont des plans très clairs pour elle et surtout pour sa petite nièce. Ah, et j'oubliais, sa sœur disparaît très rapidement et la laisse donc toute seule avec la gamine. Un véritable cauchemar. Je vous le disais, mais toutes les thématiques du film me font vibrer. Certains parmi vous le savent déjà, mais j'aime tout particulièrement quand les films d'horreur opposent deux menaces distinctes, souvent une réaliste face à une autre surnaturelle, ou du moins qui appartient au bestiaire horrifique. Ici, la mafia et les sorcières. C'est parfois très con, mais c'est toujours super fun, et nous avons quelques références ou inspirations à des univers que j'adore, comme Hellraiser ou le Lord of Salem de Rob Zombie. C'est brutal, c'est violent, c'est jouissif au possible. Puis, Esther Exposito est absolument géniale dans ce rôle de Final Girl énervée, en particulier dans le dernier tiers du film. Ah, et aussi, j'adore la scène d'introduction et l'utilisation des sorcières dans le film. Bref, Vénus mériterait sa propre vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous brancherait. J'ai plein de choses à dire dessus. Quittons maintenant l'Espagne pour le Japon si vous le voulez bien. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur New Religion avec une interview de son réalisateur Keiichi Kondo et de son actrice principale Kao Seto en prime. Donc je ne vais pas m'étendre trop dessus ici et vous renvoie à la vidéo si vous voulez plus de détails, mais New Religion est très clairement une petite claque dans son genre. Nous y suivons une jeune femme perturbée depuis la mort subite de son enfant, devenue travailleuse du sexe entre-temps, et qui va être comme envoûtée par l'un de ses clients, très étrange, sorte de gourou d'un culte meurtrier. New Religion a une intrigue assez complexe et dure à saisir, mais ça n'est pas grave. Vous pourrez vous laisser porter par son rythme lent et hypnotique, son esthétique aux petits oignons et son travail remarquable sur le son. Réalisé avec un budget minuscule durant la pandémie, le film dispose d'une atmosphère vraiment très particulière. Grâce à la réalisation et au sens du cadrage minutieux de Keiichi Kondo, et à son imagerie très spéciale qui renvoie à des concepts aussi abstraits que fascinants. La métamorphose, l'hypnose, la religion, la manipulation, le deuil, la fin du monde, la civilisation. Autant de thèmes que l'on retrouve dans le film et qui se rejoignent tous d'une façon ou d'une autre. New Religion est un film extrêmement riche et très difficile d'accès. Je vous en recommande chaudement le visionnage, mais soyez préparés à embarquer pour une aventure des plus étranges et pas forcément agréable. On revient en Europe et plus précisément en France, ce qui devrait faire plaisir à bon nombre de mes abonnés. Gueule Noire, tout comme New Religion d'ailleurs, était l'une de mes attentes de l'année. Et pour le coup, Mathieu Turi ne m'a pas du tout déçu. C'est un film de monstre claustrophobe qui se déroule dans les mines du nord de la France dans les années 50 et il nous fait suivre un jeune homme marocain fraîchement arrivé dans cet univers sinistre et impitoyable, pile à temps pour rejoindre une équipe de durs à cuire pour une mission qui sort de l'ordinaire. Et croyez-moi, le voyage dans ces mines a de quoi vous faire suffoquer. Il n'y a rien à dire, la reproduction de cet univers d'un autre temps, avec les mines, la saleté, l'obscurité, le matériel et les uniformes d'époque, tout nous fait voyager. Un voyage pas forcément agréable, mais très abouti en termes d'ambiance et visuellement parlant, ça c'est une certitude. J'ai juste adoré descendre dans les entrailles de la Terre avec ce groupe de mineurs, aux personnages pas toujours très fins, et c'est bien le but. J'aime plutôt bien la dynamique entre tous les protagonistes et surtout, et c'est bien sûr l'intérêt principal du long métrage, son côté survival. Le monstre, esthétiquement issu d'une sorte de mélange entre la mythologie aztèque et l'univers de Lovecraft, est juste incroyable, quasiment du jamais vu, et Turi évite le piège des CGI pour nous proposer une vraie créature à l'ancienne, une marionnette monstrueuse qui, paradoxalement, m'aura donné le sourire pendant tout le film. De quoi vous faire penser à The Thing ou à Alien, avec un casting français très solide, mais que nous n'avons pas l'habitude de voir dans ce genre de registre. Bref, que du bonheur. Et si vous voulez le prolonger, je ne peux que vous conseiller l'excellent épisode du podcast de mes copains de chez Jumpscare, consacré au film, avec en plus Mathieu Turi qui y participe en prime. Retournons quelques minutes au Japon si vous le voulez bien.
Et vous vous en doutez, ce ne sera pas la dernière fois dans ce top, vous voilà prévenu. Shin Kamen Rider n'est pas un vrai film d'horreur à proprement parler, mais il propose un tel bestiaire, une telle ribambelle de créatures monstrueuses, comme la franchise Kamen Rider en a l'habitude depuis de nombreuses années, que je ne pouvais pas ignorer sa présence dans ce top. D'autant que le film est très cool. Incroyable de voir à quel point des films comme ceux du MCU, au hasard, aimeraient ressembler à ce qu'est ce Shin Kamen Rider. Une succession de scènes d'action incroyables en termes de mise en scène, tout simplement. Le rythme du film est complètement fou, c'est à peine s'il nous laisse respirer, et toute son esthétique est juste ahurissante. Les costumes, les designs des créatures, la qualité des effets spéciaux, les chorégraphies des combats qui sont stupéfiantes et ridiculisent presque tout ce qui se fait en Occident en termes de cinéma d'action depuis 10 ans. Ah mais peut-être que tu n'as aucune idée de ce qu'est Kamen Rider. Excuse-moi, j'y remédie rapidement. Kamen Rider est à l'origine l'une des franchises les plus célèbres du tokusatsu, avec son super-héros qui combat les méchants de l'organisation Shocker, responsable de sa transformation en héros hybride dans son costume à la Super Sentai, et ce, depuis plusieurs décennies. Dans Shin Kamen Rider, produit à l'occasion des 50 ans de la série, nous pouvons suivre à nouveau son héros légendaire, Takeshi Hongo, qui vient d'acquérir malgré lui un fabuleux pouvoir, celui de Kamen Rider. Et il va l'utiliser pour rendre justice et affronter les vilains monstres de Shocker. Bref, l'intérêt du film n'est pas tant dans son scénario, même si les fans de Kamen Rider pourront retrouver tout un tas de clins d'œil à cet univers hyper riche et peut-être un peu effrayant tant il est immense pour les néophytes, mais bien dans son action furieuse et sa mise en scène démentielle. Hideaki Anno nous en aura encore mis plein les mirettes. Foncez, c'est génial. Bon, on reste un petit peu au Japon pour un film qui a eu droit il y a quelques semaines à sa propre vidéo. Donc, je ne m'attarderai pas trop dessus ici et vous renvoie à la critique que j'en ai faite si besoin. Mais Godzilla Minus One est tout simplement l'une de mes claques de l'année. Alors, pourquoi seulement en 5ème position ? Parce que je ne le trouve pas assez horrifique pour le mettre plus haut dans mon top 10 des films d'horreur de l'année. Mais en tant que film de kaiju mettant en scène le roi des monstres en personne, je ne pouvais pas non plus l'ignorer ici. Bref, c'était un petit casse-tête de lui trouver une position à la hauteur dans ce classement, mais sachez juste une chose. Godzilla Minus One, c'est génialissime. Une histoire très humaine, très dramatique et émouvante, contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans laquelle Godzilla est plus que jamais lourd de symboles. La mise en scène y est spectaculaire, à chaque fois que Godzilla apparaît, on peut ressentir sa puissance titanesque, et il est même plutôt effrayant à plusieurs moments, notamment quand il poursuit des bateaux dans la mer. Plein d'hommages à différents films du roi des monstres viennent achever de me convaincre que c'est l'un des grands films de l'année. Godzilla règne depuis maintenant près de 70 ans et je lui souhaite encore une très longue existence. Longue vie au roi! Allez, on revient en Occident et plus précisément aux États-Unis pour Terrifier 2 de Damien Leone, sorti l'année dernière aux États-Unis et que j'ai eu la chance de découvrir à Lexington d'ailleurs, mais officiellement sorti en France cette année grâce à ESC. Et bon, sur la chaîne, on s'est déjà étendu en long, large et en travers sur le film, que ce soit à travers la critique que j'en ai faite ou le bestiaire de l'horreur que j'ai consacré à Art, l'un des antagonistes horrifiques les plus iconiques de ces dernières années, sans aucun doute possible. Et si, de façon incompréhensible, Terrifier 2 est boudé par toutes les instances du genre en francophonie, à commencer par les festivals, c'est un sommet de gore, de méchanceté, de saleté et de violence qui dure sur plus de 2 heures pour mon plus grand plaisir. Peu importe que son histoire soit confuse, que ce soit trop long, que le montage soit parfois approximatif, Terrifier 2, c'est un film indépendant, symbole de liberté et de folie cinématographique, et moi, j'applaudis dès demain, mais dès aujourd'hui. C'est tout simplement la définition parfaite de générosité horrifique. On en a pour notre argent. Les meurtres sont particulièrement crapuleux et immondes, toujours en effets spéciaux pratiques. Art est terrifiant, encore heureux vu le titre du film, et la Final Girl, Sienna, est juste parfaite en Valkyrie angélique. Les symboliques du film, même si assez classiques, ne viennent rien cacher à cet ensemble qui est, selon moi, une véritable fête pour le cinéma d'horreur. Pour le coup, j'ai très hâte que le 3e opus sorte, afin d'assister à toujours plus de cruauté de la part de ce bon vieux Art. Vive Terrifier 2! Petit retour au Japon, mais pour la dernière fois de la vidéo et pour un film très particulier. Pas vraiment horrifique d'ailleurs, mais tellement fou, tellement borderline que personne ne viendra se plaindre de sa présence ici. C'est fort de Koji Chiraichi, le roi du faux documentaire, et ce titre ne souffre d'aucune contestation possible, après nous avoir donné des classiques du genre comme Noroi, Culte et Occulte, pour ne citer que.
Safe Word est lui aussi un faux documentaire et nous fait suivre Misa, une idole catcheuse de bas étage qui a du mal à devenir plus célèbre et, alors qu'elle est suivie par un caméraman dans le cadre d'un documentaire, va accepter de se former comme une dominatrix, en quelque sorte une idole du BDSM, du sadomasochisme. Avec sa prof personnelle, la dominatrix la plus populaire du club H, une certaine Canon, elle va découvrir un tout nouveau monde et surtout, de nouveaux plaisirs. Je suis navré, je ne dispose pas des images du film, donc je n'ai pas grand chose à vous montrer. Mais croyez-moi, c'était l'un des films les plus dingues de l'année, à tous les niveaux. Et Shiraishi arrive à encore se renouveler en réalisant un faux documentaire, alors qu'il en a déjà fait des dizaines. Le mec est incroyable, en plus d'être super sympa. Safe Word est un modèle d'humour noir qui ne juge jamais ses personnages malgré leur sexualité déviante et leurs fantasmes peu avouables, mais se sert de tout cela pour proposer des scènes complètement folles. Même l'esthétique du film est sans commune mesure avec les faux documentaires habituels, puisqu'il est plein de couleurs et que le but de Shiraishi n'est ici pas de nous faire peur, mais juste de nous surprendre avec ce monde étrange et inconnu. Le personnage de Misa est attachant et déjà assez bizarre de base, une idole catcheuse, c'est particulier. Elle est drôle et maladroite et sa force, ses techniques de catch, vont étrangement la rapprocher assez naturellement du BDSM. Bref, si vous avez l'occasion de voir cette bizarrerie, n'hésitez pas, car elle vous fera voyager vers un endroit où vous n'aurez sans doute pas voulu aller, mais qui vaut le détour. Allez, retour en Europe, dans le Nord, en Norvège, pour un film qui, à nouveau, n'est pas forcément catalogué comme film d'horreur. Alors, déjà, on se moque de comment sont catalogués les films, mais croyez-moi, Sick of Myself propose certaines scènes qui ridiculisent tous les body horror de ces 5 dernières années, et assez facilement. Entre ça et l'horreur de la thématique qu'il traite, ainsi que son humour noir, franchement, il n'aura pas volé sa place dans ce top, rassurez-vous. Il nous fait suivre Sing en couple avec Thomas, un artiste contemporain qui se retrouve soudainement sur le devant de la scène. A partir de là, jalouse de son succès, Sing se mettra à mentir puis à se mettre elle-même dans des situations de plus en plus dangereuses dans le seul but d'attirer l'attention sur elle. Elle ira jusqu'à importer illégalement et ingérer des médicaments russes aux dangereux effets secondaires, justement pour pouvoir en subir les effets qui détruiront littéralement son visage et mettront grandement sa santé en danger. Le film est terrible car il est très drôle tout en étant dramatique et terrifiant. En gros, on passe son temps à rire un petit peu jaune et à être effrayé par les proportions que prennent les mensonges de Sing, incapable de s'arrêter, et on se demande jusqu'où ça peut aller. Et ça va vraiment très loin. L'univers du film est aussi original que fascinant, et nous rentrons dans le quotidien de ce couple pas comme les autres, dans son intimité et ses névroses, un peu comme des voyeurs. Nous assistons à l'autodestruction de Sing, impuissant, sans vraiment savoir comment réagir, et c'est en cela que Sick of Myself est génial. Il ne banalise pas son récit, et il est difficile d'en saisir le ton, d'en comprendre la direction. Il arrive à nous faire comprendre ce personnage, Sing, sa folie, nous nous attachons à elle alors que ses actes sont complètement fous. Et certaines scènes sont tellement horribles, tellement choquantes, dénotant avec les blagues plus légères faites avant, qu'on ne peut qu'en ressortir totalement bouleversé. Voyez Sick of Myself, c'est tout simplement un grand film, un de mes coups de cœur de l'année, et je remercie la personne qui me l'avait conseillé. Sans toi, je serais sans doute passé à côté. Cœur sur toi. Eh bien, nous y sommes. Le top 1. Le meilleur film d'horreur de cette année 2023, pour moi, à mes yeux, c'est l'Argentin When Evil Lurks de Demian Rugna, déjà responsable du très bon et terrifiant Terrified, à ne pas confondre avec Terrifier. When Evil Lurks est un film de possession pas comme les autres, avec ses propres règles, très différentes des sous-exorcistes auxquels nous avons l'habitude. Il nous fait suivre 2 frères qui vivent dans la campagne argentine et qui sont confrontés à un cas de possession. Seulement voilà, le mal qui habite le pauvre homme est sur le point d'être libéré et les 2 frères essayent donc de se débarrasser de son corps. Et vont, à l'inverse, l'aider à se propager dans toute la région. Car oui, ici, la possession démoniaque est un mal qui se répand comme une épidémie, et qui donne donc tout un tas de scènes immondes et immorales, des chiens qui s'en prennent à des enfants de façon choquante, des mères qui bouffent leurs enfants et vice-versa, des coups de hache, etc. When Evil Lurks fait très, très mal pour notre plus grand plaisir. Sa première partie en particulier est juste stupéfiante.
Rugna prend bien le temps d'installer une ambiance, et, sans crier gare, nous sommes confrontés au premier possédé, le possédé 0, si vous voulez, horriblement déformé par le mal qui l'habite. Et c'est un beau symbole de tout le film. Son imagerie démoniaque et infecte, terrifiante, entre le body horror et le splatter, avec des meurtres qui éclaboussent, bien loin des exorcismes trop sages habituels. Puis, nous avons le discours du film sur sa propagation du mal, dont nous pouvons aisément comprendre la signification quand nous voyons qui vient juste d'arriver au pouvoir en Argentine, d'où est issu le film. Et lui, il va être difficile à exorciser, tout comme le mal dont parle le film. Bref, When Evil Lurks, c'est méchant, choquant, parfois un petit peu lent, mais c'est pour mieux installer l'atmosphère pesante. C'est un film qui appuie où ça fait mal, qui pique les yeux, et qui arrive malgré tout parfois à faire rire. Beaucoup d'imagination et d'originalité, des scènes terrifiantes et furieuses, un cocktail parfait pour figurer en tête de cette liste. Et c'est ainsi que se termine ce top 2023, et donc ma dernière vidéo de l'année. Encore une fois, je vous aurais proposé des films des 4 coins du monde, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai réussi à vous donner envie d'en découvrir certains. N'oubliez pas que j'organise une projection de mon documentaire sur Takashi Miike, l'empereur du V-Cinéma, à Paris, au Club de l'Étoile, le 12 janvier, et que la billetterie est dans la description. Je compte sur vous pour venir me donner de la force. Merci d'avance. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère qu'on pourra en passer une partie ensemble, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Bonne année à toutes et à tous.